Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Comme d'habitude, on commence avec le Fear and Greed Index, actuellement à 11. Dans l'extrême peur, le Social Index toujours bloqué à fond sur Up et le Market Order Flow actuellement en recherche de vente. Je ne vous cache pas qu'aujourd'hui j'ai failli poser un jour de RTT. Il y a la chaîne Thinkerview qui a sorti une nouvelle interview de Charles Gave et Olivier Delamarche. Une vidéo qui dure tout de même 3 heures. J'ai commencé à regarder la première heure et ça a été très dur de lâcher l'écran. Une vidéo sur le thème de l'effondrement économique. Je vous recommande vivement d'aller la voir. Le lien est en description. Je vous souhaite une bonne vidéo. C'était Zap Crypto. Je pense aussi qu'on est probablement sur la mise en place d'un bottom long terme qui peut mettre beaucoup de temps. La dernière fois qu'on a eu un bottom long terme pour un swing, ça a pris un certain nombre de semaines, minimum 9 semaines. Donc là, on est encore au début du début et ça peut traînailler dans la zone pas mal de temps. Donc l'avenir nous dira un petit peu comment ça va se positionner. Autre chose... c'est peut-être pas le meilleur jour pour intervenir sur le marché. Parce que pendant ce temps-là, je dirais, c'est pas la folie non plus sur les alts. Donc on a un BTC qui est en train de contracter en termes de volatilité, mais en prévision d'un événement relativement important, c'est demain les chiffres de l'inflation, CPI, où là, il y aura des pics de volatilité. Pics de volatilité qui vont avoir lieu en priorité sur les indices boursiers, qui vont peut-être faire, pourquoi pas, une petite pichenette ici, dans cette zone pour essayer de marquer un nouveau low, un nouveau plus haut creux. Donc, mais ça serait une pichenette de volatilité et à mon avis une opportunité d'achat. Voilà. Ce qui fait que peut-être que c'est la bonne journée pour rien faire. En réalité, je pense sincèrement que c'est la bonne journée pour rien faire. Eh oui, c'est comme ça. Si on prend ici le spread over on Bitfinex, ça fait très longtemps qu'on est dans le rouge. Ça fait depuis ici plus ou moins le 1er décembre 2021, donc ça fait très longtemps qu'on est dans le rouge. Et la dernière fois qu'on était autant dans le rouge, c'était ici en 2018, c'était durant le bear market, c'était ici, hop, et après on rebondit, et puis après to the moon. Donc ici on accumule, après to the moon, attention on n'atteint pas ici la tâche précédente, mais on a quand même un joli bull run de, si on prend le bottom et le top, de 324%. Ça c'est plus pour du long terme, pour savoir s'il faut acheter ou s'il faut plutôt vendre. Quand on est dans le vert, quand on commence à être dans le vert, il faut plutôt vendre. Et quand on va dans le rouge, c'est là où il faut recharger pour du long terme. Cependant, là, vous allez me dire, ouais, mais CryptoSauce, il est dans le rouge ici depuis les 49 000, et c'est totalement vrai. Ça veut dire, selon l'historique, que d'ici quelques mois, il devrait remonter doucement mais sûrement vers ces fameux 49 000. Difficile à croire, mais c'est ce que l'historique ici nous raconte, c'est ce que les backtests ici nous racontent. Rapidement, dernière information, c'est le nombre de longues sur Bitfinex qui continue de monter. Donc faut savoir que maintenant sur Finex il y a quasiment que des whales et que par exemple la dernière fois qu'il y avait autant de longues c'était le 21 juillet 2021 et si on regarde où est-ce qu'il était le Bitcoin le 21 juillet 2021, il était ici au bottom avant qu'on ait le gros mouvement haussier et du coup ils ont commencé à réduire leur longue sur la montée ici pour redéclencher ça un petit peu jusqu'à septembre. Ils ont tout clôturé en octobre, le Bitcoin avait top par la suite. Donc ces whales généralement sont dans le bon sens du marché. Donc là, j'ai jamais vu autant de longues sur le BTC. Donc est-ce qu'elles sont au courant de la direction? À voir. Encore une fois, ces mecs peuvent avoir tort et se faire défoncer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont des prix de liquidation très faibles. Une baleine a des margin calls à des prix quasiment inatteignables pour être sereine. On va aujourd'hui s'intéresser à la bourse américaine en grande partie. Et pourquoi la bourse américaine et pourquoi je parle souvent des États-Unis sur ce channel, etc. Tout simplement parce que les États-Unis représentent tout simplement la moitié de la valeur de tout ce qui se passe dans le monde. Je vais vous montrer sur ce graphique. Il représente 4% de la population et en termes de valeur sur le equity market, donc le marché, on va dire, des actions. Tout simplement, les marchés traditionnels, ils représentent l'Amérique du Nord représentant quasiment la moitié de la valeur totale. Vous voyez qu'ici, la France, on est là, nous, et puis tout ce qui est Europe, finalement, représente un petit 10 ou 12%. C'est pour ça que je vous parle pas nécessairement du meeting, par exemple, de la BCE qui va avoir lieu demain. Je vous parle pas nécessairement de ces choses-là parce que ça n'impacte pas Bitcoin, ou en tout cas très peu. C'est-à-dire qu'en fait, le Bitcoin est très sensible à la liquidité. Et alors, je ne sais pas si je l'ai ici, mais les résultats sont... Alors évidemment, ce n'est pas sur des dizaines d'années, parce que le Bitcoin, on ne l'a pas sur des dizaines d'années. Mais quand même, tu montreras un graphe, je ne me souviens plus de tête, mais
J'ai regardé évidemment sur 10 ans, sur 5 ans, sur 3 ans, sur 1 an. Quelle est la rentabilité du Bitcoin quand on est en forte liquidité et en faible liquidité? Alors sur 10 ans, forte liquidité, 350% par an. Faible liquidité, 50% par an. C'est déjà pas mal. Oui, c'est pas mal. Mais on Mais voit, c'est pas on pour voit 150. qu'on a une différence gigantesque, quoi. Alors maintenant, je vais prendre sur 3 ans, par exemple, on est à plus de 100% par an en faible liquidité, en forte liquidité, en faible liquidité, 0. Sur 3 ans. 3 ans. Et puis maintenant, on reste sur 1 an, on est à 150% par an annualisé en forte liquidité et on est à moins 40, moins 50 en faible liquidité. Donc on a cet effet de ciseaux entre ça marche vraiment bien ou ça peut marcher mais pas forcément, mais c'est là où on prend les chocs. Donc ça veut dire que la notion de liquidité est très importante. Et c'est pour ça, je pense, comme tu disais, les gens disent oui, mais regardez, le Nasdaq est corrélé au Bitcoin, etc. Mais attention, je pense qu'il n'y a pas de relation de cause à effet. C'est toujours la même chose. Il y a une très très bonne corrélation entre la jambe droite et la jambe gauche. Mais il n'y a pas de relation de cause à effet. Tu vois, voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est... Pourquoi ça? Parce qu'il y a... C'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent dans les hôpitaux que ça fait l'endroit le plus dangereux du monde. Oui, Ouais. oui, c'est ça. Les corrélations fictives. Alors, c'est pas de corrélation fictive. Ça veut simplement dire qu'il y a une troisième variable qui influe sur les deux. Donc, on a l'impression qu'il y a une relation de cause à effet, mais pas du tout. Et cette troisième variable est potentiellement la liquidité. C'est-à-dire que la liquidité, quand elle attaque, comme quand elle se contracte comme ça assez fortement, eh bien, ça a tendance à finalement faire mal aux actifs qui sont les plus risqués, et donc indirectement aussi au Bitcoin. Mais ça ne veut pas dire que le Bitcoin est une action du Nasdaq. Ça veut dire qu'ils sont sensibles à une configuration de marché dans le même sens, qui est la contraction de liquidité. Et ça, je pense qu'on peut le comprendre, c'est-à-dire que quand il y a une contraction de liquidité, ça veut dire qu'il y a pas mal d'acteurs dans le marché qui cherchent des dollars. Ils ont besoin de cash. Tous pour des tas de raisons. Bon, or, cette liquidité n'est pas aussi facilement accessible à travers les banques, à travers les emprunts. Ils veulent réemprunter, se refinancer, ils ne trouvent pas. Alors, qu'est-ce que vous faites quand vous ne pouvez pas vous refinancer? Vous devez payer vos employés, vous devez faire ceci. Ouais. Vous vendez des actifs. Et vous vendez quels actifs? Et vous vendez vos actifs les plus risqués. On a donc l'indice des prix à la consommation. Si vous jetez un œil aux chiffres normaux concernant l'inflation, ce qui va donc une fois encore être visible par tous d'ici les 24 prochaines heures, eh bien généralement avec ça, on peut avoir l'indice des prix à la consommation, ce qui veut dire en gros combien est-ce que les gens doivent payer pour les biens et les services dont ils ont besoin. Mais ce qu'on a plutôt sur ce graphique alors, c'est l'indice des prix à la production dont on parle moins souvent, ce qui représente en gros combien est-ce que ça coûte au commerce, etc. pour produire quelque chose. Et dans ce cas en particulier, eh bien ça ne regroupe que les produits. Ce que vous pouvez voir ici, c'est donc qu'effectivement, le prix de production a réellement décollé récemment. Il a crevé le plafond. Et bien sûr, lorsque les choses sont plus coûteuses à produire, vous aurez deviné, ça devient également plus coûteux pour les consommateurs à acheter à la fin de la chaîne de production. On débute les actualités du mercredi avec le testnet Ropsten qui vient de faire sa transition vers le Proof of Stake. Et pour rappel, le testnet Ropsten est un des nombreux testnets qui sont des copies de la blockchain d'Ethereum. Et il y a plusieurs semaines, la fondation Ethereum avait choisi ce testnet pour servir de crash test à la mise à jour de The Merge qui devrait théoriquement être activée en août. Mais je vous rappelle également que Vitalik s'était montré plutôt prudent sur cette date car il avait annoncé que le passage d'Ethereum au Proof of Stake pouvait également avoir lieu plus tard dans l'année. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec le passage du testnet Ropsten en Proof of Stake, la fondation Ethereum a validé une étape qui est très importante dans un processus qui a été mis en place il y a maintenant plusieurs années, et il est désormais à peu près certain que l'on aura un Ethereum en Proof of Stake d'ici la fin de l'année. Concernant Litecoin et la mise à jour qu'ils ont faite qui apporte des nouveautés sur le token. Le fondateur en parlait déjà fin mai donc de cette upgrade. Donc c'est effectif, c'est quelque chose qui permet donc à ceux qui envoient du LTC de devenir complètement anonyme et sur l'adresse et sur la quantité de LTC envoyés. Tu te doutes bien que ça plaît à tout le monde, surtout aux organismes de régulation, et forcément. Et du coup, tu as déjà des exchanges en Corée qui ont pris les devants pour pas se faire embêter et pour pas être sous l'œil des régulateurs, de délister le Litecoin tout de suite de leur exchange. Pourtant, c'est pas mal en soi, mais ça va pas dans le sens de la transparence, on est d'accord. Ça se rapproche de ce que fait Monero et Zcash. C'est des positions qu'ils prennent justement, comme tu dis, pour pas se faire embêter par les régulateurs ou se retrouver encore dans leur collimateur. C'est pas mal pour Litecoin qui est toujours là en place et qui essaie de mettre en place des innovations pour ne pas se retrouver à la traîne. On a vu la liquidité sortir du marché, et lorsqu'on voit la liquidité sortir d'un marché, on voit quel projet se baignait tout nu, pas de maillot, et on a vu qu'un projet se baignait tout nu, sans maillot. C'était Celsius Network. L'excellent post de Money Radar ici nous explique ce qu'ils ont caché là.
Celsius Network aurait perdu 35 000 Ethereum en 2021. Ils ont caché ça à leurs investisseurs. Donc, personnellement, si j'avais de l'argent dans Celsius Network, je le retirais de leur plateforme parce qu'il y a des choses assez spéciales qui se passent de ce côté-là. Et malheureusement, au Québec, on a investi, je pense, plusieurs dizaines de millions dans Celsius Network avec les fonds de retraite. J'espère que ça ira pas trop mal pour la suite des choses. Et donc la troisième actualité, Maillard Exchange a réouvert. On n'est pas encore très sûr de ce qui s'est réellement passé, mais au final vous pouvez retourner sur la plateforme. Normalement vous avez retrouvé tous vos fonds et vous avez subi que le prix finalement de l'EGLD officiel, et vos EGLD ne valent finalement pas 5 $, donc c'est une bonne nouvelle. C'est vrai que ça commençait à faire peur parce que vu l'épisode avec Luna et l'UST, ça pouvait faire très peur pour l'univers d'EGLD. Mais finalement, tout revient a priori dans l'ordre. À surveiller cependant, vérifiez que vous ayez bien tous vos fonds, mais la plupart des gens qui m'ont fait des feedbacks déjà sur ce retour de la plateforme me disent que c'est ok de leur côté. On passe aux news suivantes qui sont les news de Hack Avenue, un hack sur les pools de liquidités dont Osmosis, pour commencer. Des hacks, encore une fois, c'est incroyable ce qui se passe en ce moment. J'ai l'impression qu'il y a une équipe de hackers qui s'est donné le mot en mode bon les gars, il y a une faille, on va toutes les exploiter. Spécialisé dans les piscines. Dans le drainage de piscine. Après, t'as d'autres cryptos, on en parlait hier de EGLD qui avait subi un hack. Mais au final, le CEO de EGLD a fait preuve d'une telle transparence sur Twitter. Il a mis pas à pas tout ce qui se passait, tout ce qu'il allait mettre en place. La crypto n'a pas dévissé. Bien au contraire, j'ai l'impression qu'elle a encore plus de crédibilité. Et c'est vrai que moi-même, au début, je pensais que EGLD, c'était un truc un peu marketing, etc. Mais plus ça va, plus je me dis que c'est une crypto qui risque d'être là pendant assez longtemps. On peut dire qu'il y a une forte communauté derrière qui croit au projet et qui est là pour le long terme. C'est une bonne, comme tu dirais, c'est de bon augure. C'est de bon augure pour la suite, ça peut être pas mal. Moi, je pense que ça passera en fait, ça passera forcément d'abord par les grands qu'on connaît. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que les gens ils vont suivre que quand Spotify ira, que quand Deezer ira, lancera tout doucement ce truc-là, et après ils s'intéresseront à ce qui se fait ailleurs. Mais je pense que tant que Deezer, Spotify et tous ces grands noms n'y met pas un pied dedans, je pense que personne n'ira, quoi. Je suis pas forcément d'accord là-dessus parce que je pense que Spotify, Deezer risquent peut-être de se faire dépasser par des plateformes comme elles, qui Web3, et ils vont les bouffer, quoi. Et je pense plutôt qu'ils pourraient s'appuyer sur les key opinion leaders, les gros stars qui vont lancer la mouvance un peu comme Dopa, PNL, etc. Ils vont essayer d'évangéliser leurs followers et ils vont s'intéresser. Petit à petit, je pense qu'on va avancer là-dessus parce que je suis pas sûr vraiment que Spotify, je pense pour moi ils vont se faire dépasser. Je pense aussi, j'espère. Il y a Raphaël qui dit dans le chat Artis va bouffer Spotify, et Sarah qui dit je suis d'accord aussi sur le fait que ça va bouger et que peut-être ces grosses plateformes vont se faire dévorer. Donc Over, c'est quoi? C'est un métaverse ici qui est plus dans la réalité augmentée plus que la réalité virtuelle. Et moi, je trouve ça vachement intéressant parce que la plupart des métaverses ces derniers temps, c'est plus avec les trucs Oculus où on est dans cette réalité virtuelle. Pour ma part, je préfère la réalité augmentée simplement parce que ça permet de voir le monde comme on le voit habituellement, mais d'y avoir des interactions. Je trouve ça un peu moins flippant, j'ai envie de dire, et surtout, j'ai encore un petit peu de mal, peut-être, moi, dans ma tête aujourd'hui, à me projeter réellement dans un métaverse. Donc voilà, pour ça, déjà, je trouve ça super cool. En plus, comme ils l'ont dit, ils ont vraiment ici cette capacité de développement, j'ai envie de dire presque infinie, étant donné qu'ils se développent en grande majorité sur les smartphones, et aujourd'hui, tout le monde quasiment possède un smartphone. Donc là encore, c'est très intéressant pour une personne qui souhaite détenir une parcelle, qui souhaite peut-être afficher quelque chose. Par exemple, moi, je sais que ce serait super intéressant et je pense en prendre des parcelles dans lesquelles je vais simplement afficher ma chaîne YouTube. Ça permet ici d'avoir plus de visibilité et donc peut-être de mettre des petites vidéos spéciales pour vous faire venir, etc. Il y a vraiment pas mal de possibilités. Et je pense qu'on l'a déjà vu dans d'autres projets, cette petite guéguerre à la planète, j'ai envie de dire virtuelle, qu'on découpe en plusieurs parties. Et là, vous l'avez vu, plus en 1600 milliards d'hexagones. Donc, on peut prendre toutes les places favorites, toutes les places qu'on aime énormément sur cette planète. On peut les avoir de manière virtuelle. Donc, pourquoi c'est intéressant? Ça peut permettre, par exemple, pour une personne lambda comme vous et moi, de marquer simplement des événements. Imaginons que vous vous êtes rendu à une place ou dans un pays que vous avez vraiment aimé. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez acheter la parcelle de manière virtuelle et vous pouvez même y afficher des photos ou quoi que ce soit. Bref, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a vraiment plein de possibilités. Parlons maintenant de Yuga Labs. Yuga Labs, les développeurs du projet Bored Apes, les Bored Ape Yacht Club,
ces NFT qui coûtent très très cher, des centaines de milliers de dollars, ces images sur la blockchain qui se revendent vraiment pour très très cher, il y a eu jusqu'à maintenant une problématique sur le code source, sur les smart contracts des Bored Ape Yacht Club, c'était qu'à tout moment, Yuga Labs pouvait générer davantage de Bored Ape Yacht Club, alors qu'en théorie c'était limité à 10 000. Mais il y avait une option dans le code qui n'avait jamais été supprimée qui permettait à Yuga de pouvoir générer autant de Bored Ape Yacht Club qu'il voulait. Du coup, il y a eu du bad buzz dernièrement sur le sujet. C'est revenu vraiment sur Twitter, les gens disent mais c'est pas normal, Yuga Labs peut créer des NFT. Et ben Yuga Labs, ils ont fait une mise à jour. Ils se sont supprimés les droits tout simplement. Ils se sont supprimés les droits sur le smart contract. Donc désormais Yuga Labs n'a plus le droit de modifier le smart contract en question. Ils ne peuvent plus interagir avec le smart contract. Ils ont appelé la fonction Renounce Ownership. Donc ils ont vraiment... C'est comme si le smart contract ne leur appartenait plus. Donc vraiment c'est une très bonne chose qu'ils viennent de faire. Ils auraient pu le faire il y a longtemps. En fait, ils ont dit, on pensait le faire depuis longtemps, mais on avait peur, parce qu'en fait, là, s'il y a le moindre bug sur le smart contract, désormais, ils ne peuvent plus le modifier. Donc là, vraiment, le smart contract, il tourne désormais depuis plus d'1 an, on pense qu'il est solide. CryptoScud. Yes, bah, merci pour l'invite. Franchement, j'ai été agréablement surpris. C'était que des pépites, en fait. L'écosystème français ne dort pas. Hein. Je vois que ça bosse dur et c'est magnifique. Voilà, donc... Après, pour le reste, vous pouvez m'écouter sur SoundCloud pour ceux qui veulent découvrir. Me suivre sur Twitter. Le reste pour apprendre le trading, Captain Trading, YouTube, Twitter, LinkedIn, Telegram. Voilà. Tout. Voilà, on est Super, partout. merci beaucoup. Et tu nous sors quand un prochain son alors Je sais pas. Ah bah voilà, hein. Là on va chercher, la communauté te le demande. On cherche l'inspi. Ah bah on va te trouver l'inspi, on va t'en envoyer. Ça aussi, ça peut être intéressant, la communauté qui donne un peu de l'inspi et tout. Ça pourrait être sympa. Bon bah écoute, merci beaucoup d'être venu Merci sur à cette toi, forme merci magnifique. Et on entre dans le métaverse grâce à toi aujourd'hui. Merci beaucoup, merci à vous. Ciao. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.